rencontre à la primature entre le chef de gouvernement et les membres de la Troïka, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur la crise du Nord et sur la relance de l'économie nationale. Nous parlerons également de la rencontre des responsables de la Fondation 40 ans avec les ambassadeurs des pays membres de la Fondation. Il a été question du fonctionnement de la dite Fondation et les problèmes qu'elle rencontre. Merci de nous rejoindre sur le RTM. Vous avez fait le bon choix. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi le rapport des missions de la plateforme de la société civile en Europe qui ont effectué donc une tournée en Europe. C'était au cours d'une audience. Auparavant, le chef de l'État avait eu des entretiens avec le bureau de l'APECAM et la présidente de l'association Mali Moving Forward. Et vous aurez le reportage de Mohamed Djara incessamment. Du palais présidentiel descendant à la primature où le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré ce matin les membres de la Troïka pour résoudre la crise du Nord et relancer l'économie nationale. Le chef de gouvernement et ses hôtes ont également échangé sur la décentralisation et certains documents politiques de développement. On en sait plus avec Bourama Traoré. C'est une rencontre régulière entre le Premier ministre et les membres de la Troïka. Par Troïka, entendez les partenaires techniques et financiers. La rencontre de ce jeudi porte sur les priorités du Mali en matière de développement. En ligne de mire, la décentralisation. Ce processus devenu irréversible bénéficie de l'accompagnement des PTF. Le Mali a comme objectif la décentralisation. Les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner le Mali. Et pour ça, il nous faut une ingénierie, comme on dit maintenant. Donc il nous faut une ingénierie, et on a parlé de ça, c'est comment rendre cette aide efficace, comment rendre nos actions plus efficaces, et surtout, de façon partagée avec le Mali. Le Mali dispose de plusieurs documents de politique ou de stratégie de développement. On retient entre autres des programmes pour la relance de l'économie nationale, des programmes accélérés pour les régions du Nord et le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Documents sur lesquels ont planché les chefs du gouvernement et les membres de la Troïka. Naturellement, la question de sécurité n'a pas été occultée, nécessaire pour engager des actions de développement. Le Premier ministre n'a pas manqué d'informer nos partenaires sur le processus de paix et de sécurisation aussi de notre pays, en insistant beaucoup que sans la paix et la sécurité, mais finalement c'est tous les projets de développement qui pourraient être voués à l'échec. D'où la nécessité que les partenaires soient nos interprètes, en tout cas auprès de la communauté internationale, mais également qu'eux-mêmes s'investissent davantage en sus des efforts qu'ils ont déjà eu à déployer pour que finalement, dans la partie nord de notre pays, la paix et la stabilité puissent favoriser le développement. Développement équilibré dans un environnement sécurisé, une volonté des pouvoirs publics à laquelle adhèrent les partenaires techniques et financiers. Les PTF et le Premier ministre entendent cheminer ensemble pour relever les défis à la fois sécuritaires et économiques au Mali. Et ce communiqué du gouvernement à l'intention de nos téléspectateurs, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que les positions des forces armées maliennes Fama à Boulkessi vers la frontière de Burkina Faso ont été attaquées par des assaillants terroristes dans la matinée du mercredi 1er avril 2015. Les femmes ont repoussé l'attaque et récupéré du matériel de guerre. On enregistre 3 morts et 2 prisonniers du côté des assaillants. Il n'y a eu aucune perte dans les rangs de nos forces armées. Le gouvernement de la République du Mali a appris également avec consternation que le camp de la MINUSMA et de Barkhane, situé entre Monzonka et Zankoira sur la route d'Ansongo, a fait l'objet de tirs nourris à l'arme lourde le mercredi 1er avril 2015. Dans la même zone, un enfant a trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine piégée. Le gouvernement de la République du Mali condamne ces attaques barbares, injustifiées et terroristes contre des forces armées de la MINUSMA et de Barkhane. Le gouvernement de la République du Mali s'indigne devant cette recrudescence de la violence et la grave dégradation de la situation sécuritaire et saisit l'occasion pour en appeler à la communauté internationale et à la médiation internationale afin qu'elle use par tous les moyens
pour amener les mouvements armés de la coordination à paraffer et signer l'accord du 1er mars 2015. Le gouvernement de la République du Mali demeure convaincu que la signature et la mise en œuvre effective du dit accord reste le meilleur gage pour isoler ces terroristes, les mettre hors d'état de nuire et atténuer la souffrance quotidienne des populations maliennes vivant dans les régions au nord du pays. Parlons de cette marche de soutien à l'accord d'Alger paraphée le 1er mars dernier par le gouvernement et une partie des mouvements armés, une marche organisée par le mouvement Maliko de Caille. Jafar Aïdara. République du Mali. République du Mali. Cette mobilisation du mouvement Maliko à Caille signifie tout l'attachement des Caïsiens en particulier et tous les Maliens au paraphe de l'accord de paix d'Alger entre les frères du Mali afin que le Mali soit un pays de paix, de fraternité, de cohésion sociale, car sans cela rien n'est possible. Nous, mouvement Maliko, demandons au gouvernement du Mali et à la communauté internationale de veiller sur cet accord dans sa mise en œuvre pour qu'il puisse garantir aux Maliens une paix définitive, gage de tout développement humain durable. Par ailleurs, nous demandons aux groupes qui hésitent de parapher cet accord de le faire volontairement au nom de la paix. Cette marche est partie de l'Égal Ségou jusqu'au gouvernorat. Des marcheurs ont chanté l'hymne national du Mali et ont porté haut les couleurs nationales pour dire non à toute division et dire oui à la cohésion pour que notre pays retrouve sa stabilité. C'est donc pour moi l'occasion de vous rappeler, comme vous l'avez déjà fait par le passé, qu'il faut toujours être derrière les autorités et ne pas être trop pressé. Les autorités ne feront jamais quelque chose contre l'intérêt du Mali. Nous avons tous bien écouté vos différents slogans qui correspondent à la ligne rouge qui avait été fixée par le chef de l'État à la délégation des négociateurs. Au cours de cette marche, le mouvement Maliko a demandé de façon spécifique à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour que cet accord soit paraphé par toutes les parties. Également, la jeunesse de Gao a organisé un grand rassemblement à Ansongo pour la paix à travers le paraphe de l'accord d'Alger. Plus de 2000 jeunes soutenus par les femmes, les leaders d'opinion, les élus locaux se sont exprimés en faveur de cet accord de paix paraphé par le Mali. Drissa Komi depuis Gao. Pour la cause de la paix et du développement du Mali, la jeunesse de Gao ne recule devant aucun obstacle. Après le gigantesque meeting organisé au stade Kassé Keita de la cité légendaire des Askia, elle a mis le cap sur la ville d'Ansongo à une centaine de kilomètres de Gao. Vu la pertinence de cet acte patriotique, tout le cercle s'est mobilisé pour soutenir non seulement les hautes autorités signataires de cet accord, mais aussi la jeunesse engagée pour la paix. Pour les autorités locales, l'implication du cercle est totale dans cette négociation avec nos frères. Avec l'accord, on peut aller immédiatement au développement. Et sans l'accord, j'avoue qu'on va rester toujours boiteux. La paix pour que nos enfants aillent à l'école. La paix pour que les populations aillent au marché pour nourrir leur famille. La paix pour permettre un vivre ensemble entre nomades et sédentaires. À la tribune, toutes les communautés ont fait des messages de concession au profit d'un Mali un et indivisible. Les visiteurs ne pouvaient qu'être heureux devant la position réconfortante de la population d'Ansongo face à l'accord de paix. Frères de Kidal, écoutez la voix des jeunes d'Ansongo et signez cet accord. Merci aux communautés arabes, Touareg, Tamashek, Songoï, Bambara, Peul. Ansongo a répondu à l'appel. Les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde est venu présent. C'est pour le développement du cercle d'Ansongo et du Mali en général. Nous avons répondu pour tendre notre main fraternelle à nos frères. Parce que nous savons et nous l'avons vécu que sans paix, il n'y aura pas de développement. Venus des communes de Bara, Ouattaguna, Tessit, du Boura, de Tinahama et de Talataï, les jeunes, les femmes, les élus locaux et les leaders communautaires se sont exprimés en faveur de la paix. Pour eux, l'accord de paix d'Alger est un grand espoir pour le Mali dans toutes ses composantes.
Et cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies à l'issue de l'enquête de l'ONU sur la manifestation violente du 27 janvier 2015 à Gao au Mali. L'équipe d'enquête mise en place par le secrétaire général afin d'établir les faits concernant la manifestation violente qui a eu lieu le 27 janvier 2015 à Gao, au Mali, aux abords du bureau régional de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a présenté son rapport. L'enquête a établi que des membres d'une unité de police constituée de la MINUSMA ont fait usage de la force de manière excessive et non autorisée contre les civils pendant la manifestation, entraînant la mort par balle de 3 manifestants et en blessant 4 autres. Le secrétaire général s'engage à veiller à ce que la justice soit rendue en conformité avec les pratiques locales et les procédures appropriées des Nations Unies. À cet égard, la MINUSMA est en accord avec les autorités locales ainsi qu'avec les individus et familles concernés. Au nom des Nations Unies, le secrétaire général présente ses excuses les plus sincères aux victimes et à leurs familles. L'Organisation des Nations Unies et la MINUSMA en particulier demeurent résolus dans leur soutien à la stabilisation du Mali. Les membres de la plateforme de la société civile et ceux de la convention de la majorité présidentielle se sont rencontrés hier après-midi au domicile du guide spirituel de Ansardine International. Au menu de cette rencontre, les nouvelles dispositions à prendre pour faire aboutir l'accord d'Alger. Reportage Abdraman Maïga. À ce face-à-face, les représentants de la convention de la majorité présidentielle et ceux de la plateforme de la société civile. Ensemble, ces deux organisations échangent sur les dispositions à prendre pour appuyer notre pays à retrouver la paix et son intégrité territoriale. Parmi ces nouvelles mesures, préconiser l'accentuation des activités d'information. La stratégie est que nous sommes tous d'accord pour accepter cet accord qui nécessite une perfection dans tous les cas. Et il y a beaucoup d'insuffisances là-dedans, mais d'accord, mais l'essentiel est déjà sauvegardé. Moi, je crois que nous sommes d'accord pour défendre cet essentiel-là, la classe politique, la société civile et l'ensemble du peuple malien. Cette rencontre se tient un mois après la campagne de sensibilisation entreprise par la plateforme en Europe pour défendre le Mali. Cette sortie a permis à la mission de faire comprendre aux institutions internationales le problème du Mali et d'apporter des éclairages quant aux intox véhiculés par les ennemis de la paix sur les médias internationaux. Nous avons rappelé à tous qu'il n'y a pas de conflit entre les religions au Mali parce que tous les religieux étaient là, représentés par leur chef, qu'il n'y avait pas d'exclusion, ni d'ethnicisation, ni de conflit intercommunautaire, ni de conflit entre le Nord et le Sud. Nous avons donné ces précisions souvent avec force et nous avons dit à nos partenaires, ceux qui soutiennent les mouvements armés qui veulent des irrédentistes et des indépendantistes, il faut qu'ils arrêtent et que le peuple a trop souffert des lenteurs dans les négociations pour aboutir à la paix puisqu'on était vers le 5e round. À travers cette rencontre, la plateforme et la convention de la majorité présidentielle se donnent la main pour un idéal commun. Tout comme le gouvernement, ces deux organisations restent derrière le Mali. Elle exclut toute reprise des négociations avec les non-signataires de ce document paraphé par le Mali, la communauté internationale et certains groupes armés. Chaque fois qu'il y a une action à mener, nous solliciterons leur appui pour qu'ensemble nous ayons une seule voix. Les premières activités, après le meeting du dimanche, nous sommes en train de préparer des descentes sur le terrain, notamment dans les régions, dans les chefs-lieux des régions d'abord. En attendant le lancement de cette campagne, les acteurs restent convaincus que l'heure n'est plus au combat, que des dispositions doivent être prises pour sortir les populations de Kidal des griffes des terroristes et des bandits armés. Je le disais au début de ce journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi le rapport des missions que la plateforme de la société civile a effectuées en Europe. C'était au cours d'une audience. Auparavant, le chef de l'État avait eu des entretiens avec le bureau de l'APECAM et la présidente de l'association Mali Moving Forward. Reportage Mohamed Diarra.
La plateforme de la société civile avait un message clé dans un document qu'elle a remis au président de la République. Un document qui fait la synthèse des 2 missions qu'elle a effectuées en Europe pour porter la voix du Mali avant et après la signature du pré-accord de paix. Nous avons pensé que c'était important de remettre une copie au président de la République. Alors le contenu, c'est tout simplement le plaidoyer que nous avons fait en faveur du Mali. D'abord pour présenter les faits réels au Mali, aux partenaires, donc expliquer les bonnes raisons pour lesquelles nous pensons qu'effectivement le Mali a fait un bon choix de parapher ces documents, parce que ces documents vont nous aider, bien qu'imparfaits, les documents servent de base pour établir la paix et après nous pourrons négocier le reste plus tard. Tous sont donc unanimes sur l'indivisibilité du Mali. La société civile invite les Maliens à l'union sacrée pour sauver la mère patrie. Dans la même veine, la présidente de l'association Mali Moving Forward, qui veut dire le Mali avance, s'est entretenue avec Ibeka sur le pré-accord. Viviane Loweri-Déric a aussi informé le président de la République de l'organisation prochaine d'une conférence internationale sur la paix au Mali. Des États-Unis, nous avons une organisation qui s'occupe avec le futur du Mali, la restauration de la démocratie et aussi le développement économique et social. J'ai parlé avec Monsieur le Président de nos défis et les défis du Mali particulièrement parce que l'accord de la paix n'est pas signé. Bon, et nous pensons que c'est important de faire ça, mais aussi pour continuer d'aider le Nord. Auparavant, le président du Conseil supérieur de l'agriculture avait reçu le bureau de l'APECAM. Les représentants du monde agricole étaient allés remercier le chef de l'État pour les efforts qu'il consent en faveur de l'agriculture, notamment la baisse du prix des intrants et des semences. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a rencontré aujourd'hui les speakers en langue nationale et les responsables de l'ERTM. Avec les premiers, le ministre Choguel Kokala Maïga a parlé de la nouvelle dynamique de la communication gouvernementale qui vise à mettre les langues nationales au cœur de l'information. La rencontre a été également une occasion pour recenser les problèmes de la boîte. Le compte rendu est signé Modibo Mariko. Donner un souffle nouveau à la communication gouvernementale. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication veut mettre au cœur du dispositif les langues nationales. Cette rencontre vise ainsi à mettre au parfum de cette nouvelle dynamique les speakers de l'ORTM, car selon le ministre Choguel Maïga, un citoyen bien informé est un citoyen plus responsable. Lorsque le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les élus, les officiels de toute qualité confondue parlent au peuple, il est important que la majorité des Maliens auxquels les 10 officiels s'adressent sachent autant que possible dans leur langue ce qui est dit. Cette dynamique de bonne communication en langue nationale est, me semble-t-il, une nécessité de bonne gouvernance. Mieux informer en prenant en compte toutes les langues nationales du Mali. Pour y arriver, le rôle de l'ORTM est plus que capital. Il s'agit aussi au cours de cette rencontre de recueillir les préoccupations des soldats de l'info dans nos contrées les plus reculées. Les populations de notre pays ont un fort besoin d'écouter, d'entendre, de comprendre les dirigeants qu'elles ont élus pour parler et agir en leur nom. À cet effet, je dois rappeler le rôle et la place importante de l'ORTM dans la communication gouvernementale en tant que média public, média qui doit être au service des populations. Les langues nationales doivent être désormais utilisées de façon large
j'allais dire prépondérante, dans la transmission des messages, l'explication du processus de paix en cours dans notre pays. Aujourd'hui, il faut mettre les langues nationales au cœur de l'information publique. Cette réunion vise aussi à écouter vos préoccupations et vos attentes dans le travail que vous faites pour mieux l'organiser, afin d'atteindre les objectifs de communication que le peuple est en droit d'attendre des gouvernants. Les speakers ont ainsi saisi la balle au bon pour parler de leurs préoccupations qui se résument entre autres à leur statut, au manque de formation et à l'autonomie des journaux dans les langues nationales vis-à-vis du journal en français. On a parlé de cette formation parce qu'en fait, tout métier qu'on exerce, il faut absolument que, n'est-ce pas, on ait une certaine formation de base qui puisse te permettre, n'est-ce pas, de t'acquitter loyalement, n'est-ce pas, de cette fonction. Et surtout, on a demandé à ce que les correspondants, n'est-ce pas, des régions nous viennent en aide par des messages qu'ils vont nous envoyer pour revivifier, n'est-ce pas, nos informations. Nous avons en tout cas souligné quelques problèmes qui nous incombent au niveau de l'ERTM, notamment notre statut de collaborateur extérieur, nos primes et puis notre équipe, avoir un cadre de concertation et puis une édition à nous-mêmes pour pouvoir en tout cas mieux une autonomie, pour pouvoir mieux véhiculer les informations en langue nationale comme le souhaite la population. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de la mise en place d'un cadre de concertation pour recueillir toutes les propositions possibles. À ce jour, les informations sont données sur leur thème dans 13 langues nationales. La liste est loin d'être exhaustive car selon le directeur général de leur thème, les cas de l'arabe et du malaki sont à l'étude. Parlons d'une autre rencontre, celle des responsables de la Fondation Caranta avec les ambassadeurs des 6 pays membres de la Fondation. Il s'agissait pour les cadres de cette fondation d'expliquer son fonctionnement et les problèmes qu'elle rencontre en ce moment par rapport au financement des projets. La rencontre s'est déroulée à l'ambassade du Burkina Faso au Mali en présence de notre reporter Sira Bachili. La Fondation Caranta peine à réunir les cotisations de ces 6 pays membres pour les projets d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Elle est donc à la recherche de plaidoyer pour le financement de ces projets et programmes. La Fondation Caranta a réuni les ambassadeurs des 6 pays membres pour mieux les impliquer dans le processus de levée de fonds pour la concrétisation des projets. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Mali. Nous avons élaboré 9 projets qui touchent les femmes, les jeunes, les filles qui viennent passer des activités saisonnières. Nous avons aussi touché les enfants en situation de rue. Pour leur financement, nous avons jugé utile que les ambassades peuvent nous accompagner. Et surtout au niveau de nos pays, au niveau de nos plus hautes autorités. Une nation ne vaut ce que l'éducation vaut. Donc permettre aux informels de rentrer dans le monde de connaissances, ça ne peut être qu'une très bonne chose. Nous allons intervenir auprès de nos responsables pour que le goulot du tremblement, qui est la cotisation, puisse être à jour. La Fondation Caranta, ou foyer d'apprentissage, travaille avec les services techniques des ministères en charge de l'éducation. Dans ce cadre, elle assiste ces départements dans la conception et la mise en œuvre de politiques d'éducation de base non formelle. Pour l'atteinte des objectifs de la Fondation, les États sont interpellés. Il faudrait que les États montrent leur engagement politique à travers la cotisation. C'est une question d'existence pour tout le monde, un peu difficile actuellement, mais le défi va être relevé, j'en suis sûr. Et pour cela, il faudrait nécessairement que les États accompagnent. Au niveau de chaque pays, il y a des points focaux. Et les points focaux doivent être dynamiques. Les points focaux doivent aussi lutter pour dire voici tel financement peut être un financement des projets de Caranta. Créée en 2010, la Fondation Caranta est un organisme public de droit international. Le Mali abrite ses bureaux et assure la vice-présidence de son conseil. La Fondation Caranta œuvre pour l'amélioration de la qualité des offres et services en matière d'alphabétisation. Et ce rendez-vous, vous pourrez suivre les temps forts de la rencontre du ministre de la Communication avec les speakers en langue nationale après
ce journal. Également, ce communiqué, conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale rappelle aux députés que la session d'avril 2015 débutera le lundi 6 avril 2015. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le même jour à partir de 17h dans la salle Modibo Keïta, mise en place terminée à 16h30. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. La séance est publique. Décoration de Madame Catherine Choquet par le médiateur de la République Baba Akiba Aïdara à l'ambassade du Mali en France. Baba Akiba Aïdara a, au nom du président de la République, élevé à la dignité de chevalier de l'ordre national du Mali Catherine Choquet. Elle est la directrice administrative et financière du groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et du développement. Nous l'écoutons au micro de Tidjani Djimé Diallo depuis Paris. Je suis très émue et très honorée de devenir chevalier de l'Ordre national du Mali. J'en remercie les autorités du Mali et bien sûr le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un honneur pour moi parce que d'autre part, c'est vrai que depuis plus de 20 ans maintenant, je me rends régulièrement au Mali où je travaille également avec des collègues maliens, que ce soit dans le milieu associatif ou dans le milieu universitaire. Et c'est vraiment un plaisir et je compte continuer ces partenariats. C'est une expérience unique au monde qui est extrêmement intéressante. D'abord parce que la parole des citoyens y est libre. Ce que je trouve extrêmement intéressant, d'abord je trouve que les Maliens sont des gens extrêmement patients. Parce que parfois, quand on voit depuis le temps qu'ils attendent, les années qu'ils ont mis à attendre qu'une décision de justice soit appliquée, qu'ils puissent rentrer dans leurs droits, par exemple sur les questions de propriété foncière, les Maliens sont assez admirables de patience. Je ne suis pas sûre que dans d'autres pays, ça se passerait de façon aussi tranquille. C'est donc un espace qui est unique, c'est le seul pays où ça existe, où on voit des citoyens interpeller le gouvernement et le gouvernement répondre aux questions posées. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et pour moi c'est une expérience très riche et les questions que soulèvent les personnes qui interpellent le gouvernement, ce sont toujours des questions de développement. Ils ont toujours à cœur le développement du Mali, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le désenclavement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Aussi, ce communiqué à l'initiative du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS, une délégation du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS, conduite par son président M. Daba Diawara, a été reçue au siège du RDS à Sébenikoro le mardi 24 mars 2015 à 17h. Les deux partis ont évoqué les préoccupations majeures du pays, notamment la crise sécuritaire du Nord, le paraphe de l'accord d'Alger et la gouvernance. À la suite d'échanges approfondis et francs, les deux partis ont reconnu la gravité de la situation que connaît le Mali. Ils ont prôné l'union sacrée autour des valeurs de la République et de la démocratie. Aussi ont-ils affirmé leur volonté de mettre le Mali au-dessus de tout et réaffirmé leur engagement à mener des actions en vue d'apporter des solutions appropriées aux maux du Mali. Préparer un master en bioinformatique est désormais possible au Mali à la faculté des sciences et techniques FAST et la formation est assurée par le Centre africain d'excellence en bioinformatique. Elle est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements africains, américains et maliens. Reportage Nourom Sissoko. Le master en bioinformatique fait partie des 9 masters mis en place cette année par la faculté des sciences et techniques FAST. Outre la FAST, cette formation est dédiée aux facultés de médecine et de pharmacie. Elle s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le NIH, une université américaine et l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. La convention consistait à créer un centre africain d'excellence en bioinformatique. L'université partenaire, le NIH, contribuera à la formation des formateurs et l'équipement du centre. Je déclare convaincu que ce master pourra donner aux chercheurs maliens et africains les outils et l'expertise nécessaires pour mener des recherches de grande qualité en bioinformatique. Je suis également sûr qu'il pourra permettre de créer une communauté durable et indépendante de spécialistes de la bioinformatique pour encourager le partage de données, les meilleures pratiques et les projets collaboratifs.
Le centre entretient également des rapports avec des universités européennes et nord-américaines. Abordons un autre sujet de ce 20h. L'Agence de l'environnement et du développement durable tient sa 5e session. Les échanges au cours de cette session porteront sur l'adoption du procès-verbal de la 4e session et la présentation du projet d'accord d'établissement de la structure, entre autres. Adama Koulibaly. Ce conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD sera l'occasion pour les responsables de la structure de présenter ses activités menées au conseil durant l'année écoulée et de faire aussi la présentation du manuel de procédure du projet d'accord d'établissement et du règlement intérieur de l'AEDD. L'accent sera mis essentiellement sur la finalisation de l'actualisation de la politique nationale de la protection de l'environnement, la finalisation de l'élaboration et l'opérationnalisation de la stratégie nationale du développement durable, l'élaboration de la communication nationale sur les changements climatiques, l'élaboration de la stratégie de coordination des accords multilatéraux sur l'environnement, la poursuite du processus de l'alignement des plans d'action nationaux PAN à la stratégie décennale de la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la poursuite de la mobilisation des financements, le recrutement et le renforcement des capacités de l'AEDD. La direction de l'agence a des perspectives pour pouvoir répondre à la volonté des autorités de développer la politique de protection de l'environnement. Je pense notamment aux différentes contributions nationales attendues pour la conférence des parties sur les changements climatiques. Je pense à l'indispensable synergie que cette agence doit créer avec les différents départements que vous représentez au sein de son conseil, pour que chacun de nous puisse, dans la mesure du possible, contribuer efficacement à cette nouvelle notion de développement durable. L'AEDD, en vue de la relance de ses activités, vient d'investir plus de 2 milliards de francs CFA dans la rénovation de ses locaux. Les administrateurs de l'Institut des sciences humaines étaient en conclave ce matin au Musée national. C'était à la faveur de leur 8e session du conseil d'administration. Pour 2015, le budget prévisionnel de l'Institut s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Compte rendu chez Komar Sangari. Il s'agissait pour les administrateurs de l'Institut des sciences humaines d'évaluer l'état d'exécution du programme de l'année 2014 jugé satisfaisant. Ils étaient aussi appelés à se pencher sur le document du budget programme de l'année en cours. Un document qui prend en compte les travaux de finition du nouveau siège que la structure doit occuper d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont assises, l'Institut des sciences humaines bénéficie en 2015 d'un budget prévisionnel de 520 968 000 francs CFA contre 534 328 000 francs CFA en 2014. Ce budget comporte une inscription de 172 millions de francs CFA au titre du BSI pour la construction du siège de l'Institut des sciences humaines. L'Institut des sciences humaines entend réserver une place de choix à la recherche au cours de cette année. Cependant, selon les responsables, l'insuffisance des moyens financiers constitue un obstacle. Nous sommes à ce niveau confrontés à une difficulté majeure. C'est un peu les moyens mis à la disposition pour les recherches. Notre crédit de recherche est nettement insuffisant par rapport vraiment au potentiel de ressources humaines que nous avons. L'Institut des sciences humaines est un établissement public à caractère scientifique et culturel créé depuis 1970. Il œuvre essentiellement à mener toute étude et recherche pour le développement et l'approfondissement des sciences sociales au Mali. 3e session du comité de pilotage de projet Village du millénaire. Les membres du comité planchent sur les rapports d'activité de la première phase de ce projet dont les secteurs d'intervention connaissent une évolution. Les détails avec Agali Aguissa.
C'est sous de bons auspices que se tient cette troisième session du comité de pilotage du projet Village du Millénaire. Le projet reste un espoir pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans la cité de Balanzan. Dans le domaine de la production agricole et de l'éducation, les progrès enregistrés sont remarquables. Le rendement du riz en submersion est passé d'1 tonne à 2,5 tonnes à l'hectare. Le taux de scolarisation a atteint 68% en 2011 contre 32% en 2005. En matière de santé, le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 14% en 2005 à 72% en 2011. Le taux de prévalence du paludisme est passé aussi de 66% au démarrage du projet à 40% dès la deuxième année d'intervention. De même, la couverture vaccinale des enfants est passé aussi de 43% à 67%. Le coût de la deuxième phase du projet s'élève à environ 4 milliards de francs CFA. C'est un prêt contracté par le gouvernement malien auprès de la Banque islamique de développement. Cette deuxième phase s'étale sur une durée de 5 ans, soit de 2012 à 2016. Cette phase dite de consolidation et de capitalisation va permettre non seulement de parachever l'atteinte de tous les objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi de poser les jalons solides en vue de garantir la pérennisation des acquis et la mise à échelle des expériences acquises. La reconstitution des fonds alloués au volet intra-agricole, la hausse du taux d'inscription des enfants à l'école feront l'objet de discussions au cours de ce comité de pilotage. Nous avons également ce communiqué. L'ambassadeur de la République du Mali à Dakar informe la communauté malienne de sa juridiction que les opérations d'achèvement du RAVEC débutées le 8 mars 2015 se poursuivront jusqu'au 9 avril 2015. Les lieux retenus pour les dites opérations sont la chancellerie à Fan Résidence, la boulangerie Touré à Guédiawaye. Les opérations se déroulent du lundi au samedi à partir de 9h. L'ambassadeur du Mali à Dakar sait pouvoir compter sur le civisme de ses compatriotes de la juridiction pour une participation massive aux opérations d'achèvement et de pérennisation du RAVEC. Les services phytosanitaires, le ministère de la Santé, les services de douane, l'association des consommateurs, entre autres, se concertent autour de la fortification des aliments les plus consommés dans notre pays. La rencontre est une initiative d'Hélène Keller International avec un appui financier de l'USAID. Reportage à Fousseni Tonkara. C'est dans le souci de renforcer la capacité des structures de contrôle de qualité dans notre pays que cette formation a été initiée par Hélène Keller International. Elle est une occasion de sensibiliser les importateurs d'huile et de farine pour fortifier leurs produits avant la mise sur le marché national. Nous allons faire une présentation des normes qui ont été homologuées au niveau des pays de la CEDEAO et aussi l'arrêté interministériel qui rend obligatoire la fortification de la farine de blé en fer et en acide folique ici au Mali. Et ensuite, nous allons former les structures de contrôle sur les méthodes de contrôle et de dosage de la vitamine A dans l'huile, du fer dans la farine de blé. La dernière enquête démographique et de santé au Mali démontre que la prévalence de malnutrition chronique des enfants de 6 à 59 mois est de 38%. 82% des enfants du même âge et 51% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie. Pour résoudre cette équation, la stratégie durable selon les spécialistes en nutrition est la fortification alimentaire. Cette pratique consiste à ajouter des micronutriments aux aliments les plus consommés. Je voudrais exhorter la redynamisation de l'Alliance nationale de fortification, cadre d'organisation de plaidoyer et d'engagement des acteurs nationaux impliqués dans les actions d'enrichissement des aliments pour prendre une part plus active au processus d'enrichissement pour le meilleur bénéfice des populations. Cette formation de 2 jours a été financée par l'USAID, un partenaire très engagé dans le financement de la stratégie de fortification des aliments en Afrique de l'Ouest. Joseph Oumar Kazimir Diarra de lycée Askia Mohamed de Bamako remporte la 2e édition du concours national d'orthographe et de lecture. La finale de la compétition s'est déroulée à la Bibliothèque nationale. On en sait plus avec Moïse Traoré.
Le champion national en orthographe et lecture est Joseph Oumar Kamir Diarra de la 12e SE du lycée Askia Mohamed de Bamako. Il a obtenu 4,50 sur 10 points surplantant le représentant du lycée Marman Alassane Aïdara de Tombouctou. Abdrahman Agmoussa, qui est en 11e LL, est classé 2e avec 4,25 points. Contrairement à ce qu'on pensait, la baisse de niveau, les enfants ont prouvé qu'ils ont du talent, du génie, et ils nous ont prouvé que nous pouvons compter sur eux au rendez-vous de la culture de l'excellence. Le jury présidé par le proviseur de lycée a consacré 3e le lycée Ila Diallo de Koutiala et 4e le lycée Monseigneur de Monclos de Sikasso. Les enfants ont eu beaucoup d'espérance par rapport à cette compétition et l'objectif est de rehausser le niveau des enfants. Je pense que donc l'essentiel est fait. Rien n'est inchangeable. Je sais que dans les jours à venir, donc à travers les réflexions, à travers les pensées, on va essayer, si possible, si on peut vraiment améliorer plus davantage ce concours national d'orthographe et de lecture. Les postulants étaient 104 pour la compétition d'épellation, de lecture et d'explication des textes. La remise des prix aura lieu samedi prochain, 4 avril. Communiqué du gouvernement, nomination de M. Adama Wane en qualité d'administrateur de l'OIF. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit de la nomination de notre compatriote Adama Wane, ancien ministre en qualité d'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le gouvernement de la République du Mali se félicite de cette nomination, fruit de l'engagement personnel du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en faveur de la promotion de nos compatriotes dans les organisations internationales et de la politique de promotion initiée par le gouvernement à cet effet. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette occasion pour remercier très chaleureusement Mme Michaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, pour la confiance placée en notre compatriote pour occuper ce poste extrêmement important et sensible. Les représentants de la Jamaat islamique Ahmadiyya sont venus de l'Angleterre, du Bénin, du Maroc, du Sénégal, du Ghana et du Congo pour visiter les réalisations faites par la branche Humanity First de la Jamaat à Djidjeni et Farako. Ces réalisations visent à changer les conditions de vie des populations. Reportage Rachel Tessoubili. La branche Humanity First ou l'humanité d'abord de la Jamaat islamique Ahmadiyya vient en aide aux habitants du village de Farako. Elle a réalisé des forages et installé des pompes à eau. Désormais, tous les foyers de Farako disposent de l'électricité. Humanity First a également initié des projets dans le but de développer les activités de pisciculture et de maraîchage. Nous voulons paradis. Mais d'abord, il faut qu'on construise le paradis ici. Ça veut dire avec les frères, ceux qui sont dans les difficultés, il faut qu'on les aide pour que Allah soit content de nous. Et c'est ça que l'idée de notre réalisation. Là où on a besoin de nos services, on fait, sans demander de retour. Ce sont les Ahmadis qui viennent de loin, des ingénieurs, des techniciens, des architectes, qui font ça gratuitement, bénévolement. Ils donnent de leur argent même. À travers ces réalisations, Humanity First veut lutter contre la précarité en milieu rural. C'est la démarche qui consiste à lutter contre la précarité en créant les facteurs de production, en donnant aux villages les outils de production, ce qui leur permet d'être eux-mêmes, les populations, d'être elles-mêmes donc leurs propres actrices pour le développement de leur localité. First Humanity intervient dans plusieurs domaines. Elle a créé une radio islamique à Djidjeni. Elle a construit des écoles et des mosquées. L'association offre aussi des médicaments aux populations défavorisées. En décembre dernier, elle a initié une campagne d'opération chirurgicale gratuite de la cataracte à Bamako. Une autre visite, cette fois-ci à Sikasso, du secrétaire général du ministère du Développement rural, Daniel Simeon Kelema, à la tête d'une forte délégation du département, était venu apprécier de près les résultats du PRODEFA avant la clôture de la première phase de Sikasso. Les précisions de Daouda Djakiti.
Première étape de cette visite, la ferme piscicole agribusiness de Karim Traoré dans le village de Mandela à 25 km au sud-ouest de Sikasso sur la route de Bouaké. La production d'alevins, la commercialisation et fabrication d'aliments poissons sont les activités de la ferme piscicole agribusiness de Mandela. Avec le PRODEFA, d'abord ils m'ont formé dans la technique de construction d'étang. On peut produire 200 000 par cycle et le poisson marchand, on peut aller jusqu'à 3-4 tonnes par cycle. La production, d'aliments poissons est de 3 tonnes par jour. Moi, je peux dire que ce que j'ai pu gagner avec le PRODEFA, personne ne l'a gagné. Du marché à poissons à Wayerma à la nouvelle direction régionale de la pêche, réalisée par le PRODEFA à plus de 265 millions de francs CFA, la délégation a pu constater l'intérêt suscité par ces réalisations auprès des bénéficiaires et autorités communales de Sikasso. Qui a vu le marché d'antan et celui que nous sommes en train de visiter aujourd'hui, et saura quand même qu'il y a un grand pas. Et les femmes qui travaillent ici sont aussi fières, autant fières que les autorités communales. La rencontre d'échange avec l'équipe projet a permis aux missionnaires de s'imprégner des acquis, les défis et les perspectives d'ici la clôture de la première phase prévue pour juin 2016. Le fait de pouvoir préparer une quarantaine d'acteurs en entrepreneuriat agricole, je pense que c'est une bonne chose parce que les acteurs sont en train de s'approprier le projet. Il faut encore mettre le bouchée double pour faire encore mieux et nous permettre d'aller vraiment vers une réalisation beaucoup plus consistante et aussi nous préparer une deuxième phase éventuelle. Il faut signaler que la remise officielle des infrastructures aux bénéficiaires est prévue pour mai 2015. Nous étions à Sikasso et bien nous y restons pour parler avec Sékou Konaté des temps forts du Festival international artisanal et culturel de Sikasso édition 2015. Initié par l'association des tailleurs de Sikasso, le Festival international artisanal et culturel a connu mardi soir un de ses temps forts. Le défilé de mode très attendu par le public. Sur le plateau, les couturiers du Mali. Ils ont fait étalage de leur savoir-faire en matière de coupe et couture dans la laine et les cotonnades. Des coupes pour enfants aux plus âgés, le public du festival a pu apprécier le talent des artisans. Avec en première loge les autorités administratives et politiques. Et moi, je suis encore satisfait parce que nous appuyons les tailleurs dans leur formation grâce à la formation au programme projet de formation professionnelle que pilote le conseil régional. Donc cela veut dire que vraiment ce qu'on a donné comme formation a vraiment eu des résultats. C'est le lieu de le dire aujourd'hui. Et ce que nous conseillons vraiment aux tailleurs, c'est encore d'être un peu agressif et vraiment de faire une visibilité de ces connaissances au public malien. Nous avons assisté à un défilé impressionnant. Je pense que nos tailleurs font preuve de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup de génie. Pour un premier festival, je crois que c'est vraiment une réussite totale. On ne peut que les encourager à persévérer, à continuer à se former et à échanger avec d'autres horizons, à fréquenter aussi d'autres festivals. Au plan musical, Neba Solo, le conteur Issa Seguedogo et le groupe Amour Imas de Côte d'Ivoire étaient sur le plateau pour tenir en haleine un public venu nombreux. Le Kenya, dans l'actualité au Kenya, c'est un véritable carnage qui a eu lieu ce 2 avril. Le dernier bilan de l'attaque à l'université de Garissa, revendiqué par les Chebabs somaliens, s'élève à 147 morts, je dis bien 147 morts, et près de 80 blessés selon les autorités kenyanes. Ce bilan fait de cette prise d'otage le pire attentat commis sur le sol kenyan depuis l'attaque contre l'ambassade américaine de Nairobi en 1998. Le dimanche 5 avril 2015, la communauté chrétienne célèbre la fête de Pâques. Cette célébration vient clôturer 40 jours de jeûne, de pénitence et de dévotion dans la prière. À cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, souhaite une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde, en particulier à ceux du Mali. Le chef de l'État exhorte la communauté chrétienne à formuler des prières et des bénédictions pour que le Mali retrouve la paix et la stabilité, que l'effet de cette fête embrase les cœurs et consolide la paix dans notre pays.
Sport basket, du 23 au 31 mars 2015 s'est tenue la 15e édition de la phase Interligue à Koulikoro. Au total, 12 équipes en dames et messieurs ont disputé cette phase Interligue. En match de clôture, le CBD en hommes a battu Attar 69-54 et en dames, c'est Attar qui s'est imposé devant le CBD 69-50. Envoyés spéciaux à Koulikoro, Mamadou Sidibé et Assa Soumari. Les rideaux sont tombés sur la 15e édition de la phase Interligue à Koulikoro. Au total, 12 équipes féminines et masculines des 8 régions du Mali se sont retrouvées dans la cité du Méguétan pour disputer le championnat régional. Il s'agit du Sigui de Kaye, du CBD de Koulikoro, de l'USM de Koutiala, du Piton de Segou, du Debo Club de Mopti, d'Alfarouk Homme et du CRBT Dame de Tombouctou, de l'AFPSS Monsieur et du Sony AC de Gao et du Attar Club de Kidal. Seules les équipes d'Alfarouk Homme et du Piton Dame ont fait défaut à la dernière minute et ont signé forfait. Après 10 jours de compétition entre les différentes équipes, le CBD Homme de Koulikoro a confirmé son rang de meilleure formation régionale en battant Attar Club de Kidal 69-54, tout comme Attar Club de Kidal en dames, habillé en rouge, qui se positionne à la première place en s'imposant devant le CBD de Koulikoro 69-50. Le classement général est le suivant chez les hommes. Premier CBD de Koulikoro, deuxième Attar Club de Kidal, le Sigui de Kaye se classe 3e, 4e USM de Koutiala, 5e Debo Club de Mopti et 6e Piton de Segou. En dame, Attar Club est première, suivi du CBD. L'USM prend la 3e place, 4e Sony. La 5e place est revenue au Sigui et 6e CRBT de Tombouctou. Alfarouk de Tombouctou et Sony de Gao en monsieur, ainsi que le Debo Club de Mopti et le Piton en dame sont éliminés. Les 6 formations en dames et hommes joueront le top 12 du championnat national avec les 6 meilleures équipes dames et hommes de Bamako. En tout cas, Koulikoro a réussi le pari de l'organisation. Vivement l'édition 2016. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur l'ERTM.